Je suis Wébé Artus, je suis historien. J'enseigne à l'Université d'État d'Haïti comme professeur associé. J'ai fait des études d'histoire. Je m'intéresse beaucoup à la période de la guerre froide. J'ai fait ma thèse sur la politique internationale d'Haïti au cours de la période de la guerre froide. Je suis l'auteur de deux ouvrages, il y a un troisième qui va apparaître et j'écris aussi pas mal d'articles scientifiques. Même si je n'ai pas encore publié d'articles scientifiques en Haïti, j'espère que ce sera très bientôt, mais je suis un peu dans le champ de la recherche internationale. Je m'intéresse beaucoup à la politique internationale d'Haïti. J'ai travaillé sur Duvalier et mon troisième ouvrage qui sort en juin 2014 est consacré à la politique internationale de Duvalier. Et ce colloque est intéressant aussi parce qu'il est dans le contexte. On est dans un contexte de resurgence du duvalierisme, de retour de Duvalier. Et les gens ont besoin de comprendre, les gens ont besoin de savoir, les gens ont besoin de comprendre. En plus, parallèlement, il y a la demande de justice qui est très forte depuis quelques temps. Donc du coup, je peux dire que ce colloque vient à point nommé, que ce soit sur le plan scientifique et pour les historiens, pour les chercheurs, mais aussi sur le plan pratique pour la société, pour les besoins de mémoire, pour les besoins de justice, etc. Donc c'est définitivement important. Le réalisme des relations internationales qui fait qu'il y a des réalités en relations internationales, on est obligé de vivre avec, on est obligé de les comprendre et adapter sa politique étrangère avec. Non, je ne parle pas forcément en tant qu'haïtien, je parle en tant que chercheur qui comprend la politique des États-Unis, peut-être qui n'est pas d'accord avec, mais qui comprend que l'essentiel pour les États-Unis et l'essentiel pour tous les pays dans les relations internationales, c'est la défense de leurs intérêts nationaux, ce que Morgenthau appelle l'intérêt national et que d'autres personnes appellent l'intérêt supérieur de la nation. C'est la base des relations internationales. C'est-à-dire que les relations internationales ne se basent pas sur des facteurs uniquement d'amitié ou d'inimitié, ça se base logiquement sur des facteurs d'intérêt. Maintenant, le problème, et ce qui a fait le hic de la question, ce qui fait tout l'intérêt de la politique de Kennedy, c'est que en appliquant sa politique en Haïti, l'ambiguïté de la question revêt même l'ambiguïté de la politique américaine. Ce n'est pas qu'ils aient tort ou raison, c'est qu'ils ont une politique ambiguë parce qu'au cours de la période, il a été difficile d'avoir une politique comment je peux dire, stable, une sorte de ligne droite. Le problème était quoi? Le problème était qu'il y avait la guerre froide. Mais parallèlement, le problème, c'est qu'en 1959, la guerre froide, qui était une guerre lointaine avec l'Union soviétique, c'était européenne d'abord en fait. Européenne, en tout cas, les pays communistes étaient en Europe. En plus, il y avait la Chine. En 1959, la guerre froide est venue frapper aux portes de l'Amérique. Cuba est devenu communiste. Mais on n'est plus dans une guerre que les États-Unis mènent à plusieurs kilomètres. On est dans une guerre que les États-Unis mettent à quelques miles de la Floride. Première réalité internationale. Notre deuxième réalité internationale, c'est que Kennedy, en arrivant au pouvoir, se rend compte d'une réalité. Il faut effectivement utiliser les armes, l'argent, etc. pour empêcher au communisme d'atterrir en Amérique. Mais il faut aussi avoir le consentement des latino-américains, le consentement des gouvernements de l'Amérique latine. Donc ça donne quoi comme possibilité? Ça donne un nouveau discours. On se bat contre le communisme d'une part, mais d'autre part, on essaie d'installer la démocratie en Amérique latine. Maintenant, l'ambiguïté, c'est ça. L'ambiguïté, c'est qu'au cours de cette période, la lutte contre le communisme était supérieure à tout. Et était supérieur même à la démocratie. C'est ce qui est arrivé à Kennedy, justement. Il s'est rendu compte, effectivement, oui, il fallait la démocratie, mais en poussant la démocratie trop loin, on ouvrait aussi, d'une certaine manière, la voie au choix du peuple. Et généralement, le choix du peuple latino-américain peut être anti-américain. C'est ce que les Haïtiens doivent savoir. C'est-à-dire là, je m'adresse directement à mes compatriotes pour leur faire comprendre que la réalité des relations internationales, c'est une réalité d'intérêt. Quand les pays du Nord, qui sont nos amis, des fois réellement, quand ils parlent de démocratie, c'est que c'est dans leurs intérêts. Quand ils acceptent ou supportent la dictature, c'est que c'est dans leurs intérêts.
Et quand ils parlent d'élections, c'est parce que c'est dans leurs intérêts. Et quand ils laissent des temps passer pour les élections, c'est peut-être pas dans leurs intérêts, mais ça ne dérange pas leurs intérêts, comme l'a dit dans un télégramme que j'avais lu au cours de ma présentation, où l'ambassadeur Robert Newbigin a dit, oui, mais bon, Duvalier, entre guillemets, ouais, il est nul, il fait souffrir le peuple haïtien. Cependant, il ne met pas en danger l'intérêt des États-Unis. Maintenant, c'est vraiment aux Haïtiens de comprendre, parce que qu'il s'agisse des États-Unis ou de la France, ils ont des intérêts à défendre. Et c'est normal qu'ils défendent leurs intérêts. Maintenant, nous aussi, en tant qu'Haïtiens, nous avons nos intérêts. Le problème avec Duvalier a défendu ses intérêts par rapport aux États-Unis. La seule chose, c'est qu'il a confondu ses intérêts personnels aux intérêts de la nation. Maintenant, nous ne pouvons pas comprendre qu'il s'agisse des États-Unis et même du Vatican. C'est-à-dire le Vatican, ils ont accepté Duvalier jusqu'à ce qu'ils se soient rendus compte en 1960 que Duvalier a expulsé deux archevêques en moins de 2 mois. Et ils ont compris, bon, c'était un peu compliqué parce que s'ils permettent à Duvalier d'expulser un premier archevêque et ne rien lui dire, d'expulser un deuxième archevêque sans rien lui dire, là, cela peut engendrer une situation pareille dans les autres pays de l'Amérique latine. Donc ils ont accepté finalement d'excommunier Duvalier. Mais s'il fallait excommunier Duvalier serait excommunié depuis au moins 1958-1959. On a créé l'ONU parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a compris qu'il y avait trop de problèmes dans le monde, des problèmes économiques, trop de différences, des fois des détails qui mènent à la guerre parce qu'on ne se parlait pas. Donc on a créé l'ONU pour que ce soit un espace de dialogue entre les États. Malheureusement, les raisons pour lesquelles l'ONU a été créée ont été dévoyées par la suite, ce qui fait que l'ONU ne représente pas ce qu'il devait représenter. Maintenant, il faudrait peut-être repasser par l'ONU ou peut-être repasser par d'autres instances internationales, mais toujours le faire en comprenant que les États défendent leurs intérêts, pas nos intérêts. C'est-à-dire, nous-mêmes Haïtiens, il nous faut savoir. Maintenant, est-ce que le système international est hypocrite? Oui, mais comme je vous dis, je préfère utiliser la notion réaliste qu'hypocrite. Mais la notion de défense des intérêts, ce n'est pas inventé dans les pays du Sud. C'est inventé par un politologue américain qui s'appelle Hans Morgenthau. C'est-à-dire, les États-Unis eux-mêmes, la France eux-mêmes comprennent qu'il faut, dans le cadre de leurs relations internationales, défendre leurs intérêts. Maintenant, à nous-mêmes aussi, en tant qu'Haïtiens, de comprendre que ce qu'il nous faut, dans le cadre de nos relations internationales, c'est défendre les intérêts d'Haïti. La paix des cimetières. Vous voyez, quand vous entrez dans un cimetière, il n'y a pas un endroit plus calme qu'un cimetière. Mais quand même, on passe sous des milliers de morts. Et justement, c'était la situation d'Haïti. C'était calme et c'est ce qui va se passer. Et c'est là toute la nécessité de l'histoire. Non seulement pour dire ce qui s'est passé, mais pour faire comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'après Duvalier, on est arrivé dans un pays, après Duvalier, c'est un peu le désordre généralisé. C'est-à-dire il y a des manifestations partout, et il y a des casses partout, et tout le monde vous dit, quand il y avait les macoutes, on pouvait fonctionner quand on le voulait, etc. Alors le problème, c'est que quand il y avait les macoutes, la violence appartenait aux macoutes. Vous voyez la différence? Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de violence, mais c'est qu'ils étaient les seuls à administrer la violence. C'est là qu'on utilisait la notion de terrorisme d'État. Donc effectivement, le pays était calme, on peut dire le pays était en paix, mais en paix sous des milliers de cadavres. Par exemple, l'exemple que j'ai cité dans mon exposé, je parle de mai 1963. Alors qu'en avril 1963, il y a eu au moins une centaine de tués à Port-au-Prince, dont des familles entières, dont un enfant, l'enfant Benoît, qui était âgé de quelques mois. C'est-à-dire un pays de la sorte ne devrait pas être calme en mai 1963. Pourtant, il l'était. Parce que les seules personnes qui étaient autorisées à manifester, à voler, à être violents, à tuer et à piller, c'était les duvalieristes. En fait, c'était le régime de Duvalier. Donc, quand je dis calme, il ne faut pas vraiment le prendre dans le sens de la paix, que tout régnait avec Duvalier, mais c'est dans le sens où on était dans une paix de cimetière et ça encore,
arrangeait le système international parce que si le pays était calme, donc il était moins facile de provoquer une révolution. Et on savait que toute révolution à l'époque en Amérique latine pourrait être communiste. Quand on a un pays qui est habitué avec la violence, on est habitué avec la violence depuis dans la famille, à l'école, à l'église, partout. Et depuis 1804 et bien avant, d'ailleurs, la révolution haïtienne a été une révolution dans le sang parce qu'on a été un peuple martyrisé par l'esclavage. Et on a continué avec ce cycle de violence, non seulement au plus haut sommet de l'État, mais au plus bas niveau dans la société. Les enfants, c'est-à-dire on les corrige. Franklin Midi a rappelé cette phrase qu'on connaît en Haïti, qui aime bien, châtie bien. Donc quand on arrive avec quelqu'un au pouvoir qui administre le pays de manière violente, je ne dis pas que c'est normal, mais il n'y a rien d'étonnant dans l'histoire d'Haïti. Maintenant, ce que Duvalier a fait et par rapport aux autres, c'est qu'il est allé très loin. Élie Lescaut, en 1946, il y a eu une manifestation contre Lescaut. Au lieu de tirer sur les gens, au lieu d'ordonner aux gens d'ouvrir le feu, Lescaut a laissé le pouvoir. Même Magloire, quand son fait, n'a pas ouvert le feu sur les gens. Quand les gens manifestaient, Magloire est parti. Duvalier est allé à un niveau plus loin. C'est-à-dire, quand les gens manifestent, ils tirent dessus. Et quand on arrête un macoute quelque part, quand on arrête un communiste ou un camoquin quelque part, on va faire plusieurs arrestations dans la zone parce que les autres personnes n'avaient pas dénoncé ce communiste. Donc oui, Duvalier s'inscrit aujourd'hui encore. Si, là encore je reprends Franklin Midi, si on ne change pas fondamentalement la société, sinon, si on n'a pas compris ce qui s'est passé sous Duvalier, et de se dire il faut changer ça, il faut changer l'éducation à l'école, dans la famille et au sein de la société, notre manière de fonctionner, on aura, ce n'est pas une prédiction, je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est sûr qu'on aura possiblement un autre dictateur dans les années à venir. La notion de mémoire, la notion de justice et la notion d'histoire. Et vous savez, l'histoire se perpétue, et là les autres l'ont dit, à travers la mémoire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des musées, il faut qu'il y ait des événements qui rappellent toujours aux gens ce qui s'était passé, et il faut qu'il y ait un encouragement des étudiants pour continuer à faire des recherches sur la question. Maintenant, c'est vrai qu'un colloque dans un jour, c'est beaucoup, parce qu'on a tellement entendu pendant ces 3-4 journées. Maintenant, il faut que cela continue, c'est-à-dire il faut que le travail continue dans la presse, à l'université, il faut qu'il y ait un encouragement pour que les étudiants puissent travailler leur mémoire. Il faut peut-être, s'il y a un peu de sous, par exemple, créer une bourse sur l'histoire du duvalierisme, sur l'histoire de la violence, sur l'histoire contemporaine, ce qui pourrait encourager les étudiants à le faire. Et puis comme ça, on va s'assurer que dans les générations à venir, parce que là, personnellement, je suis professeur, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mes étudiants qui ne sont pas là. Et c'est-à-dire, on n'a pas toute l'université qui est là. On n'a vraiment qu'une infime partie des étudiants. Maintenant, pour pouvoir perpétuer le travail, donc il faut la presse, il faut les écrits, il faut le théâtre, il faut le film comme le fait Arnold Antonin, il faut un musée, il faut des documentaires sur la question, que les gens puissent se rappeler par divers moyens, dans des domaines et dans des données différentes, ce qui s'est passé sous Duvalier, de manière à ne jamais l'oublier et possiblement à ne pas le reproduire.